Le vendredi 17 octobre 1986, à sa sortie de l'école, le neveu de Paul-Émile Bernard se présente à l'appartement de son oncle, situé rue Beaubien, à Montréal. À sa grande surprise, la porte d'entrée n'est pas verrouillée et la musique est en marche. À l'évidence, il y a quelque chose de suspect. En se dirigeant vers la chambre à coucher, il fait une macabre découverte. Son oncle, Paul-Émile Bernard, gît au sol, violemment mutilé. Le lieutenant-détective Serge Bergeron est chargé d'enquêter sur cette sordide affaire. Monsieur Paul-Émile Bernard avait disparu depuis quelques jours. Son corps a été découvert étendu dans sa chambre à coucher. Il avait été victime d'un crime d'une grande violence. Il y avait beaucoup de sang dans la pièce. On a trouvé plusieurs tessons de bouteilles autour de la victime. Il y avait également des poêles et des casseroles maculées de sang. On a aussi remarqué plusieurs bouteilles de bière sur la table de cuisine. Et il y avait plusieurs mégots de cigarettes dans le cendrier. Le neveu de la victime est entendu par un policier qui recueille sa déclaration. Le jeune homme n'avait pas de nouvelles de son oncle depuis plusieurs jours. Monsieur Bernard était bien connu dans son quartier parce qu'il tenait une blanchisserie depuis plusieurs années. Tous ceux qui le connaissaient disaient que c'était un chic type, quelqu'un de décomplexé. Monsieur Bernard croquait la vie à pleines dents. C'était le genre d'homme qui aime bien prendre un verre avec tout le monde. Il menait une vie simple. Il n'avait pas de femme ou même de petit ami, et pas beaucoup d'amis. Monsieur Bernard fréquentait surtout les gens qui vivaient dans son quartier. Il s'entendait particulièrement bien avec les jeunes. Monsieur Bernard invitait souvent les adolescents qui habitaient dans les appartements avoisinant le sien, en général pour boire un verre et discuter. Et donc, il voyait souvent des adolescents de 17, 18, 19 ans. Ils venaient chez lui pour jouer aux jeux vidéo et pour partager une bière. Aussitôt, des enquêteurs sont dépêchés sur place. Un technicien en identité judiciaire passe la scène de crime au peigne fin. Christiane Bourdua, technicienne en identité judiciaire à la retraite, a étudié l'ensemble des preuves recueillies sur les lieux. L'équipe a examiné la scène pour relever le plus de pièces à conviction. Entre autres, des mégots de cigarettes ou les morceaux de verre d'une bouteille de boisson gazeuse. Et aussi une casserole, un ciseau à bois et un bâton. Ils ont également découvert et prélevé une substance rougeâtre. À l'époque, les analyses nous permettaient seulement de savoir si la substance rougeâtre était ou non du sang humain. Et aussi de savoir si c'était le même groupe sanguin que celui du suspect ou de la victime. Lors de l'examen de l'appartement de la victime, un élément important saute immédiatement aux yeux du technicien en identité judiciaire. L'appartement ne présente aucun signe d'entrée par effraction. D'après la façon dont M. Bernard était décrit par sa famille, c'était quelqu'un de méfiant qui ouvrait rarement sa porte aux étrangers. Donc de toute évidence, c'était quelqu'un qu'il connaissait, quelqu'un qu'il n'aurait pas peur de laisser entrer dans son appartement. L'auteur du crime était soit une personne que M. Bernard aurait invitée, soit quelqu'un qu'il aurait laissé entrer sans hésitation. Nous supposons qu'ils ont discuté tous les deux et qu'ensuite la scène du crime s'est déroulée dans la chambre à coucher de M. Bernard. Mais alors, que s'est-il passé dans cet appartement? C'était de toute évidence une scène extrêmement violente parce qu'il s'est acharné sur la victime. Il l'a frappée à plusieurs reprises au niveau du crâne. Il s'est servi de plusieurs armes improvisées, des bouteilles de liqueur, des bouteilles de bière, des casseroles. Et puis par la suite, il a tranché la gorge de la victime. Il l'a tranchée jusqu'à l'os, à plusieurs reprises. Donc il ne s'est pas seulement contenté de l'assassiner, il a aussi sauvagement mutilé M. Bernard. Après un premier examen des lieux, les enquêteurs pouvaient affirmer que la victime avait été tuée à l'intérieur de sa chambre. M. Bernard n'avait sans doute jamais quitté sa chambre au moment de l'agression. Ils ont découvert aussi que l'auteur du crime avait lui-même saigné. La preuve, c'est qu'il y avait dans la cuisine une serviette de vaisselle et un rouleau d'essuie-tout couvert de taches de sang.
L'auteur du crime avait également saigné dans le couloir, car il y avait une tache de sang sur le sol, quelque part entre la chambre de la victime et la cuisine. Une attention toute particulière est portée aux morceaux de verre brisés retrouvés autour du corps de la victime. Ces éléments de preuve sont susceptibles d'aider le travail des enquêteurs. Les enquêteurs ont récolté tous les morceaux de verre. Par la suite, ils les ont enduits avec de la poudre dactyloscopique pour essayer de trouver des empreintes digitales. Une empreinte digitale, c'est une trace laissée par le bout des doigts lorsque l'on touche une surface et qui est en général invisible à l'œil nu. Dès qu'une empreinte digitale est révélée, elle va être photographiée pour montrer son emplacement sur l'objet. Ensuite, ils utilisent un plastique, le préleveur, pour faire une copie de l'empreinte. Une fois gravée sur le plastique, l'empreinte digitale peut être préservée indéfiniment. On l'ajoute ensuite au dossier de l'affaire pour qu'elle puisse servir de preuve physique dans un tribunal. Une fois que l'empreinte est découverte, prélevée et enregistrée, il est possible de la conserver pendant 30 ans, voire 40 ans dans un dossier. Le lendemain de sa découverte, le corps de Paul-Émile Bernard est acheminé vers le laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale. C'est la pathologiste Yasmine Héroux qui réalise l'autopsie. Après avoir enlevé ses vêtements, nous avons pu constater que la victime avait plusieurs blessures. Il y avait au moins 3 plaies au niveau du cuir chevelu, une plaie au niveau du visage à gauche et plusieurs blessures autour du cou. Il avait de nombreuses plaies au niveau du thorax et de la gorge. L'analyse des types de plaies sera très révélatrice. Certaines blessures sont de nature contondante, tandis que d'autres sont de nature tranchante. Les plaies contondantes sont les ecchymoses et les lésions. Il s'agit de blessures infligées par un instrument qui va comprimer et déchirer la peau et les muscles. Tandis qu'avec une plaie tranchante, les rebords sont très nets, la peau est coupée d'un seul trait. Donc, pour donner un exemple, si vous utilisez, disons, une batte de baseball pour frapper, ça va déchirer la peau. Mais si vous frappez avec un couteau tranchant, ça fera une belle ligne fine. Cette constatation est d'une importance capitale, puisque certains objets retrouvés sur la scène de crime correspondent avec les types de blessures observées sur le corps de la victime. D'après les dimensions des blessures que j'avais pu voir au niveau du cou et au niveau du thorax, et de la forme de ces blessures, tout semblait indiquer qu'il avait été poignardé avec un ciseau à bois. En observant la présence de sang et l'écoulement sanguin sur les plaies, la pathologiste peut aussi conclure à un certain enchaînement des gestes commis lors de l'attaque. Toutes ces blessures avaient été infligées dans un court laps de temps. Ce sont des dommages qui sont ce qu'on appelle aigus. Ça veut dire que le corps a subi des attaques à une telle vitesse qu'il n'a pas pu cicatriser. Il n'y a pas eu de changement de couleur au niveau de la peau, comme l'apparition d'un bleu, par exemple. Donc c'est ce qui nous permet d'émettre cette conclusion. En plus des dommages et déchirures causés par un objet non identifié, la pathologiste est en mesure de croire que l'agresseur a aussi tenté d'étrangler Paul-Émile Bernard. Nous avons pu voir que M. Bernard avait 2 os fracturés au niveau du cou. Il avait 2 vertèbres fracturées et disloquées avec un peu d'infiltration sanguine sur la surface, ce qui indiquait que la personne était vivante au moment de la fracture, au moment où il a été étranglé. Ces fractures indiquaient clairement qu'une force avait été appliquée sur le cou. L'auteur du crime s'est acharné sur la victime, ce qui peut signifier en général que le meurtre est motivé par des émotions, par de la colère. Il y avait comme une sorte de haine envers la victime. 17 octobre 1986. Dès les premières heures de l'enquête et grâce aux indices retrouvés sur les lieux, les policiers constatent la violence de ce crime. Mais il manque l'élément central qui permettrait d'expliquer cet acharnement, le motif de l'agression. Ce que l'on savait dans cette affaire, c'est que la victime, Paul-Émile Bernard, était un homme de 56 ans, d'un caractère plutôt oisif. C'était donc quelqu'un qui profitait des bonnes choses de la vie. Il vivait au jour le jour. Il passait son temps à boire du vin et à jouer aux jeux vidéo avec des adolescents du quartier où il habitait, sur la rue Broubiens. Nous nous sommes entretenus avec plusieurs membres de l'entourage de la victime. Et d'après les descriptions qu'ils nous donnaient, il y avait une chose certaine. La victime supportait très mal la solitude. C'est pourquoi il préférait être toujours entouré de monde. C'était un homme de nature très généreuse. Et je crois que beaucoup de jeunes de son quartier profitaient de cette générosité. À ce moment de l'enquête, plusieurs pistes doivent encore être explorées, dans l'espoir d'élucider ce terrible homicide et de mettre la main sur son auteur. Dans la mort de M. Paul-Émile Bernard, il n'y a rien de gratuit.
Il connaissait forcément l'assassin. C'était une personne en qui il avait confiance. 17 octobre 1986. Le corps sauvagement mutilé de Paul-Émile Bernard, 56 ans, a été retrouvé par son neveu dans son appartement. L'homme a été violemment assassiné, mais la police ne dispose d'aucun mobile pouvant expliquer le crime. La nature généreuse de la victime pousse tout d'abord les enquêteurs à explorer la thèse d'un vol qui aurait mal tourné. Rien sur les lieux ne semblait indiquer un cambriolage. Il y avait des objets de valeur dans l'appartement au moment où les policiers sont arrivés. L'autopsie de la pathologiste pourra aider les enquêteurs à faire la lumière sur la séquence des événements. L'examen du corps de la victime permet d'évoquer un certain scénario. Il est difficile d'en être sûr, mais étant donné que la blessure au niveau du thorax a entraîné des déchirures dans le système respiratoire et que cela a provoqué une hémorragie secondaire, il est raisonnable de croire que cette blessure est la dernière que M. Bernard a subie au cours de l'agression. Donc, à mon avis, tout cela semble nous indiquer que les blessures au niveau de la tête et au niveau du cou ont été infligées avant celles au niveau du thorax. C'est sûrement la blessure qui a provoqué la mort de la victime. Ces plaies auraient été impossibles si la victime avait lui-même manipulé cette arme. C'est-à-dire qu'une personne n'aurait pas pu s'infliger toute seule de telles blessures. Au cours de l'autopsie, des prélèvements sanguins sont aussi effectués. Ces prélèvements sont envoyés en toxicologie pour analyse. L'analyse sanguine fait partie de la procédure. Chaque personne a une tolérance différente à l'alcool selon son âge ou son poids. Mais après avoir étudié son sang, je peux affirmer qu'il était en état d'ébriété. Paul-Émile Bernard présentait un taux d'alcoolémie 4 fois supérieur à la limite permise pour la conduite au volant. Cela expliquerait peut-être que la victime n'ait pas été en état de se défendre lors de l'agression. La victime était un homme d'1,70 m qui pesait 50 kilos. Et c'était un individu relativement maigre par rapport à sa taille. Mais qui aurait bien pu s'en prendre à un homme presque sans défense? Et surtout pourquoi? Les policiers ne trouvent ni témoins ni suspects dans cette affaire. Ils espèrent toutefois que les objets trouvés sur la scène de crime pourront les aider à faire avancer l'enquête. Tous les objets sur la scène du crime qui pourraient nous servir de preuve ou qui pourraient nous permettre d'identifier un suspect sont enregistrés et conservés. Les échantillons de sang retrouvés sur le plancher de l'appartement, sur le linge à vaisselle et sur les papiers absorbants sont comparés au sang provenant de la victime. Le groupe sanguin prélevé sur les objets appartient au groupe A, alors que la victime est du groupe AB. Au cours de cette enquête, les experts ont pu établir que le coupable avait saigné. Les traces et les objets ont été enregistrés. Nous pouvions ainsi analyser les substances et essayer d'identifier un groupe sanguin. De nos jours, grâce au test ADN, il est plus facile d'établir un lien entre une personne et un événement. Et les analyses fournissent des preuves beaucoup plus fiables. Avec les analyses que nous menions dans le temps, on pouvait seulement s'appuyer sur les empreintes digitales, sur le groupe sanguin et sur les versions de différents témoins pour comprendre comment s'était déroulée la scène. Les analyses de sang retrouvées sur certaines pièces à conviction indiquent clairement que l'agresseur de Paul-Émile Bernard s'est blessé et a saigné sur les lieux du crime. Mais sans suspect en vue, aucune comparaison du groupe sanguin n'est possible. Une autre piste s'offre toutefois aux enquêteurs, la comparaison des empreintes digitales prélevées sur la scène de crime. Chaque fois que les enquêteurs rencontraient et interrogeaient une personne de l'entourage de la victime, ils relevaient leurs empreintes digitales pour comparer avec celles qui avaient été prélevées sur les lieux afin d'éliminer les suspects. Sur cette scène, il y avait au total une quinzaine d'empreintes digitales, dont une seulement qui n'avait pas été identifiée et qui avait été trouvée sur un des nombreux morceaux de verre de la bouteille de boisson gazeuse. Avant l'arrivée de l'informatique et d'autres moyens modernes, lorsque vous trouviez des empreintes digitales sur la scène du crime, essayer de les identifier était une tâche très ardue et parfois impossible à accomplir. En effet, il fallait vérifier manuellement chaque empreinte et les comparer avec des fichiers d'empreintes digitales qui étaient classés par catégorie spécifique dans plusieurs dossiers. Rien qu'à Montréal, nous avions des milliers de fichiers dans chaque classeur. Et par conséquent, à moins d'avoir un suspect sous la main ou des indices concluants, il y avait de fortes chances pour que le coupable vous file entre les doigts et que vous n'ayez rien pour établir son identité. Ayant épuisé toutes les ressources mises à leur disposition afin d'identifier les empreintes retrouvées sur les lieux,
Les enquêteurs font ensuite appel aux autres corps de la police. À l'époque, dans les années 80, il n'y avait pas de système informatique au service de police de la ville de Montréal. L'empreinte était donc photographiée en noir et blanc et une copie était envoyée à la Sûreté du Québec et aussi à la gendarmerie pour retrouver le propriétaire des empreintes relevées sur la scène du crime. Après vérification, la Gendarmerie royale du Canada et la Sûreté du Québec informent les enquêteurs qu'ils ne sont pas en mesure de retrouver l'identité du tueur. Même quand elle ne peut pas être identifiée, une empreinte digitale reste dans les dossiers informatiques. Dans une affaire de meurtre, l'empreinte est conservée pour une durée indéfinie. En décembre 1986, faute de nouvelles pistes, et après 2 mois d'enquête, le dossier sur la mort de Paul-Émile Bernard est donc classé dans les dossiers non résolus. Une enquête n'est jamais vraiment abandonnée. Un dossier d'homicide reste ouvert tant qu'il n'a pas été résolu. Nous vérifions tous les éléments, tous les indices possibles, tous les suspects possibles. Et si nous ne trouvons pas de réponse concluante, le dossier est mis de côté. Nous rencontrons et interrogeons toutes les personnes qui pourraient potentiellement être l'auteur du crime. Une fois qu'on a fait le tour de la question et qu'on a épuisé toutes les possibilités, alors pour le moment, l'affaire est laissée en suspens. S'il est clair que nous n'avons plus d'indices et pas assez de preuves, le dossier est mis de côté et ne sera ouvert que quand nous aurons de nouvelles informations. Les enquêteurs de l'époque ont fait leur travail au mieux qu'ils pouvaient, avec la technologie qui était à leur disposition à ce moment-là. Les enquêteurs ignorent toujours le mobile du meurtre de Paul-Émile Bernard. Il s'agit vraisemblablement d'un suspect non fiché sur le territoire canadien. Il leur faudra plus de 15 ans pour suivre enfin une piste sérieuse. Il a laissé tomber la politesse et m'a dit franchement « Je n'ai rien à vous dire, je n'ai aucune envie de vous parler. Je n'ai rien à voir là-dedans, je ne veux plus vous voir. » En décembre 1986, après 2 mois d'enquête entourant le brutal assassinat de Paul-Émile Bernard dans son appartement, et malgré de nombreuses preuves retrouvées sur les lieux du crime, les policiers n'ont toujours pas réussi à identifier un suspect. En 1986, ils ont prélevé des empreintes digitales, dont l'empreinte d'un majeur sur un des tessons de la bouteille de verre. Cette empreinte a été placée dans la banque d'empreintes digitales à Ottawa. Malheureusement, les techniques d'analyse de l'époque sont insuffisantes. Il faudra attendre de fulgurantes avancées technologiques et la création d'une section des crimes non résolus pour que ce dossier soit ressorti des archives 15 ans plus tard. J'ai reçu un appel de la gendarmerie d'Ottawa en avril 2001. Ils m'ont dit que les informaticiens de la Gendarmerie royale du Canada avaient fait, selon leurs propres termes, une sorte de nettoyage de printemps dans leur système informatique et ils avaient revérifié toutes les empreintes digitales non identifiées. Le gendarme informe Christiane Bourdua qu'une empreinte provenant d'un dossier classé non résolu vient d'être identifiée. Le dossier en question date de 1986 et concerne le meurtre d'un certain Paul-Émile Bernard. À ce moment-là, les enquêteurs ont enfin trouvé une piste. En effet, cette empreinte digitale correspondait à celle d'un individu répertorié pour avoir commis un crime en 1994. En 2001, la Gendarmerie royale du Canada utilise alors le système AFIS. Ce système de reconnaissance automatisée permet de réaliser des identifications d'individus par leurs empreintes digitales. Le système regroupe à l'époque les fiches de tous les corps de la police du Canada. Mon travail principal en tant que technicienne de police scientifique était de revérifier tous les dossiers de meurtre que l'identité judiciaire, c'est-à-dire la police scientifique, n'a pas pu résoudre. Les dossiers dont les preuves physiques n'ont jamais été soumises en expertise judiciaire. Immédiatement, la Gendarmerie royale du Canada fait parvenir à Christiane Bourdua un dactylogramme sur lequel sont conservées les empreintes digitales des 10 doigts d'une personne. Ce dactylogramme, daté de 1994, est en lien avec la condamnation d'un homme ayant entravé le travail d'un agent de la paix à Laval. Étrangement, rien n'avait été signalé entre 1994 et 2001. En consultant le dossier, la technicienne réalise également que le suspect a un dossier criminel qui remonte à 1988. C'était 2 ans environ après cet événement. Malheureusement, à l'époque, les comparaisons d'empreintes digitales avec les scènes de crimes non résolus étaient une procédure laborieuse et plutôt inefficace. Le problème, c'était que dans les années 80, le système informatique était beaucoup moins performant. On ne pouvait pas simplement rentrer des empreintes et faire une recherche pour trouver les 10 doigts correspondants, ce qui est possible aujourd'hui.
La technicienne Christiane Bourdua va devoir s'assurer que la correspondance proposée par la gendarmerie concorde bel et bien avec l'empreinte retrouvée sur le tesson de bouteille. Le doigt dont l'empreinte a été identifiée était le majeur gauche de l'assassin. À l'époque, je devais examiner méthodiquement avec des loupes chaque empreinte digitale trouvée sur la scène et les comparer avec tout un classeur d'empreintes dactyloscopiques. Ainsi, j'étais en mesure de confirmer si c'était bel et bien le doigt de l'accusé. Pour effectuer la comparaison d'empreintes, la technicienne en identité judiciaire doit faire un travail minutieux dans le but de confirmer deux critères importants: l'individualité et l'unicité de l'empreinte. Ce que l'on appelle l'individualité, c'est un détail particulier qu'on trouve sur une des crêtes de l'empreinte. Un détail qu'on ne retrouvera jamais sur une autre empreinte digitale. Les crêtes, ce sont ces lignes circulaires qui apparaissent au bout des doigts de chaque personne. En examinant méthodiquement ces lignes circulaires, on peut déceler des caractères analytiques. Autrement dit, les endroits où les lignes se coupent, se rejoignent, se divisent, etc. Chaque empreinte est unique. Ce sont ces signes particuliers qui permettent de reconnaître une personne. Par exemple, imaginez qu'on relève les empreintes de deux jumeaux. S'il s'agit de jumeaux identiques, alors on peut être sûr que leur ADN sera également identique. Mais en revanche, les empreintes digitales sont toujours uniques, même chez les jumeaux. À la suite de la comparaison manuelle des empreintes, Christiane Bourdua est convaincue que l'empreinte fournie par la gendarmerie et l'empreinte retrouvée sur un tesson de bouteille en 1986 appartiennent à la même personne. Un homme maintenant âgé de 33 ans. Le 19 juin 2001, 15 ans après les faits, l'enquête sur le meurtre de Paul-Émile Bernard est officiellement rouverte. Elle est confiée au lieutenant-détective Serge Bergeron. Quand on découvre l'empreinte digitale d'une personne sur la scène, ça n'en fait pas nécessairement l'auteur du crime. En revanche, ça signifie que cette personne se trouvait sur les lieux au moment des faits. Quand le dossier a été rouvert en 2001, il faut comprendre que l'accusé était alors une nouvelle personne dans l'enquête. Les enquêteurs de l'époque, en 1986, avaient interrogé toutes les personnes proches de la victime. Mais aucune d'elles n'avait été reconnue comme l'auteur du crime. Et après quelques recherches dans nos banques de données policières, j'ai enfin trouvé l'adresse d'un suspect potentiel. Je suis donc entré en contact avec cet homme et j'ai essayé de le voir en personne. Le suspect identifié par le policier est un homme de 33 ans. En 1986, au moment de la mort de Paul-Émile Bernard, l'adulte que l'enquêteur Bergeron s'apprête à rencontrer était âgé de 17 ans. Une information très importante, considérant que le dossier indique que M. Bernard s'entourait d'adolescents. Je trouve ses numéros personnels, je lui téléphone, je me présente, je lui dis que je suis Serge Bergeron, sergent détective à la section des homicides. Je lui explique que j'aimerais le rencontrer pour lui poser des questions concernant un meurtre qui a eu lieu en 1986. Mon suspect ne semble pas surpris, même s'il se demande pourquoi la police voudrait lui parler. Nous nous donnons rendez-vous le lendemain sur son lieu de travail. Le jour suivant, le suspect m'a téléphoné. Il a annulé le rendez-vous sous prétexte qu'il avait trop de travail. Quelques mois plus tard, le 10 décembre 2001, n'ayant toujours pas de nouvelles de l'homme en question, l'enquêteur Bergeron se présente à son domicile. Dès qu'il ouvre la porte, je lui dis que je veux m'entretenir avec lui au sujet d'un meurtre qui a eu lieu en 1986. Ce jour-là, il était avec ses enfants. Il me demande le nom de la victime. Je lui dis qu'il s'agit de Paul-Émile Bernard sur la rue Beaubien. Il a eu l'air surpris et il m'a demandé une deuxième fois le nom de la victime. Ensuite, il me dit « Je ne peux pas vous parler aujourd'hui, mes enfants sont là. Rappelez-moi et nous fixerons un rendez-vous. » Je retourne au bureau, j'appelle encore une fois mon suspect à son domicile et je lui propose une date de rendez-vous. Par hasard, j'ai proposé le 11 septembre 2001 dans l'après-midi. À ce moment-là, l'enquêteur réalise que le suspect n'a pas l'intention de se rendre au rendez-vous. Il a laissé tomber la politesse et m'a dit franchement « Je n'ai rien à vous dire, je n'ai aucune envie de vous parler. Je n'ai rien à voir là-dedans. Je ne veux plus vous voir. » J'ai rétorqué « Que vous le vouliez ou non, un jour ou l'autre, vous serez obligé de répondre à mes questions. J'ai besoin de vous pour élucider le meurtre de Paul-Émile Bernard. » À ce moment-là, il a raccroché et j'ai dit à mon partenaire de l'époque « Je crois qu'on tient notre homme. »
Au cours d'un échange téléphonique houleux, le suspect refuse de soumettre volontairement un échantillon d'ADN. L'enquêteur Bergeron se retourne donc sur les preuves recueillies sur la scène de l'époque. Il s'intéresse particulièrement aux mégots de cigarettes, à une tache de sang au sol, ainsi qu'au linge à vaisselle et au papier souillé de sang. Le dossier indique que le sang prélevé n'appartient pas à la victime. Il pourrait donc appartenir au suspect. Pour en être sûr, j'ai demandé qu'on fasse des tests ADN. Les pièces à conviction saisies en 1986 sont expédiées au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, dans l'espoir d'en extraire un ADN. L'enquêteur Bergeron devra toutefois s'armer de patience. Les demandes de ce genre ne sont pas considérées comme urgentes, puisque le crime a eu lieu en 1986. Pour la première fois depuis 1986, les forces de police sont sur une piste concernant l'identité du possible meurtrier de Paul-Émile Bernard. L'enquêteur Bergeron devra cependant attendre un peu plus de 2 ans avant d'avoir suffisamment de preuves scientifiques pouvant incriminer le suspect. J'étais très content. Il savait que j'avais maintenant assez de preuves pour l'accuser d'avoir commis un meurtre. En 2001, après avoir rouvert l'enquête non résolue du meurtre de Paul-Émile Bernard, survenu 15 ans plus tôt, l'enquêteur Serge Bergeron croit avoir réussi à identifier un suspect sérieux grâce à l'utilisation de nouvelles techniques de sciences judiciaires qui permettent la comparaison d'empreintes digitales. Mais le suspect refuse de collaborer à l'enquête. Le sergent détective explore donc d'autres pistes. À force de recherche, notamment dans les anciens dossiers scolaires de l'homme en question, il parvient à obtenir le nom de son père et à mettre la main sur l'adresse de son lieu de travail de l'époque. Même si les informations datent de 1986, l'enquêteur décide de se rendre directement sur place. Je me suis donc rendu à l'immeuble où le père de mon suspect travaillait. Je me suis présenté auprès de son père en tant que sergent détective de la section des homicides. J'ai dit que j'enquêtais sur un meurtre survenu en 1986 et qu'il était possible que son fils soit impliqué dans cette affaire. Le père m'a semblé très surpris, mais il s'est montré plutôt coopératif avec moi. Je lui pose des questions au sujet de son fils et il me dit que quand il était jeune, c'était un garçon perturbé, qu'il avait des problèmes de boisson, des problèmes d'adaptation. Le père du suspect me dit même qu'au bout d'un moment, il n'a pas eu d'autre choix que de demander de l'aide à la direction de la protection de la jeunesse et que son fils avait été envoyé à l'école de Boscoville, un internat pour les jeunes délinquants de l'époque. Suite à son séjour à Boscoville, le suspect a été placé dans une maison de réinsertion sociale. Et cette maison se trouvait à quelques pas seulement du lieu du crime. Peu à peu, l'étau se resserre sur le suspect. Mais il faudra attendre encore plus d'1 an avant que les biologistes établissent un profil d'ADN unique, donc appartenant à une seule personne, à partir de pièces à conviction récupérées dans l'appartement de la victime. Le mégot de cigarette, la tache de sang au sol, le sang sur le linge à vaisselle et sur le papier essuie-tout proviennent donc d'une seule et même personne. Et tout porte à croire qu'il s'agirait du suspect. Mais puisqu'il n'est pas fiché à la Banque nationale de données génétiques, l'enquêteur Bergeron doit obtenir un échantillon de son ADN afin de le comparer au profil retrouvé sur les pièces à conviction. Il se rend directement à la rencontre du suspect sur son lieu de travail et lui propose de lui fournir volontairement un échantillon d'ADN. Il m'a à peine répondu, excepté pour me dire des vulgarités. J'étais donc certain d'avoir bel et bien trouvé la bonne personne. Pourquoi s'énerver s'il n'est pas coupable? C'est utile d'avoir une empreinte digitale, d'avoir un échantillon d'ADN. Mais quand votre suspect refuse de vous les donner, il faut trouver un moyen de les obtenir. L'enquêteur Bergeron a suffisamment de raisons de soupçonner que cet homme est bel et bien l'auteur du meurtre de Paul-Émile Bernard. Il obtient donc un mandat de filature à des fins de récupération de l'ADN du suspect. Cela consiste à placer une équipe de surveillance sur les talons du suspect. Le but étant de le filer, de le suivre un peu partout, d'observer ses moindres faits et gestes et de récupérer un objet qu'il a touché. Quelque chose qui contient un échantillon d'ADN. Quelques semaines plus tard, au début décembre 2002, un mégot de cigarette fumé par le suspect est récupéré sur la voie publique, à proximité du lieu de travail de celui-ci. Le mégot est rapidement envoyé au laboratoire dans le but d'y extraire l'ADN du suspect. Quelques jours plus tard, les experts confirment que le profil d'ADN prélevé sur le mégot saisi est identique à celui retrouvé sur les 4 pièces à conviction récupérées dans l'appartement de la victime. J'étais très content. Je me disais que cette fois, mon suspect n'avait plus d'autre choix que de répondre à mes questions. Il savait que j'avais maintenant assez de preuves pour l'accuser d'avoir commis un meurtre.
Une chose était sûre, il avait saigné sur les lieux du crime. Le 9 janvier 2003, un mandat contraignant le suspect à fournir son ADN à des fins de comparaison est émis. Je me suis présenté sur le lieu de travail du suspect et je lui ai ordonné de me fournir un échantillon d'ADN. Le procureur Karen Ohayon est chargé du dossier. Monsieur Bergeron a suivi la procédure standard. Il est allé chercher un mandat pour prendre un échantillon d'ADN à son suspect. Et c'est de cette manière que l'on présente des preuves par la suite. On ne se sert pas du mégot de cigarette. On se sert d'un échantillon pur fourni directement par le suspect lui-même. Cette méthode permettait de confirmer si l'ADN que nous avions découvert sur les lieux du crime était bel et bien l'ADN de l'accusé. Le prélèvement d'ADN est immédiatement envoyé au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale pour analyse. Dans l'attente des résultats, le lieutenant-détective Bergeron poursuit son enquête et décide d'éplucher les dossiers rattachés au suspect pour voir si des recoupements avec des témoins de l'époque pourraient lui permettre d'obtenir plus d'informations. Après quelques recherches, j'ai réussi à mettre la main sur un document judiciaire. Un document qui concernait le suspect. Apparemment, il avait déjà été impliqué dans une autre affaire judiciaire en 1988. D'après ce document, il avait un complice. Avec cette information en main, j'ai été voir le dit complice à son domicile. Je rencontre cet homme et je lui parle du suspect, son vieil ami. Et cet homme me dit « C'est drôle, j'ai justement dîné avec lui ce week-end. Il m'a même parlé de vous. » Il m'apprend que quand il était adolescent, il vivait dans un appartement près de celui de M. Paul-Émile Bernard. Et il me confirme qu'en 1986, il le voyait souvent. Les deux adolescents connaissaient M. Paul-Émile Bernard et ils lui rendaient souvent visite. À l'époque, le témoin était déjà un ami proche du suspect. Ils se voyaient souvent le soir après les cours. Ils sortaient ensemble pour consommer de la bière, de l'alcool et des stupéfiants. Mais il y avait un endroit où ces deux adolescents étaient toujours très pressés de se rendre, c'était l'appartement de M. Paul-Émile Bernard. Le témoin m'a dit que son ami aurait très bien pu se rendre seul à l'appartement et que M. Bernard l'aurait laissé entrer puisqu'il le connaissait. En effet, cela pouvait expliquer pourquoi, lors de l'analyse de la scène en 1986, il n'y avait aucune trace d'effraction dans l'appartement. Parallèlement à ces démarches auprès du témoin, l'enquêteur entreprend de faire reconstituer la bouteille de boisson gazeuse retrouvée en morceaux près du corps de la victime. Ils ont reconstitué cette vieille bouteille de boisson gazeuse dans l'espoir de découvrir de quelle façon exactement il avait asséné le coup. Et pour cela, il leur fallait découvrir l'emplacement sur la bouteille où se trouvait l'empreinte digitale. Pour ce faire, l'enquêteur Bergeron se rend au département de balistique du laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale. Il remet à l'expert une bouteille de soda identique à celle retrouvée sur la scène de crime en 1986. La balistique ne concerne pas seulement les empreintes laissées par des armes à feu. Ils font également des comparaisons liées à des objets comme les armes tranchantes, les armes contondantes, les haches, les battes de baseball et tout objet similaire. Je leur ai demandé de trouver sur la bouteille l'emplacement exact du tesson avec l'empreinte digitale. Nous pouvions ainsi déterminer de quelle façon l'accusé avait utilisé l'objet. Nous nous demandions où l'empreinte digitale était positionnée sur la bouteille, pour savoir s'il la tenait comme ça, pour verser dans un verre, ou si le suspect la tenait comme une arme, à l'envers. Un peu plus d'un mois plus tard, l'expert en balistique contacte l'enquêteur Bergeron pour l'informer qu'il a réussi à numériser la bouteille et à replacer les morceaux de façon numérique sur celle-ci. L'empreinte a été retrouvée vers le bas de la bouteille, tout près du fond. Alors, je suis arrivé à la conclusion que l'accusé s'était servi de cette partie-là pour frapper. Il a frappé la victime sur la tête. En effet, c'est le bas de la bouteille qui avait la forme, l'épaisseur et le poids requis pour causer les blessures trouvées sur la victime. À mon avis, la façon dont l'accusé tenait la bouteille explique parfaitement les blessures que M. Bernard avait subies. Et cela pourrait expliquer aussi pourquoi l'accusé avait saigné après s'être servi de la bouteille contre sa victime. Il s'est blessé et c'est de là que viennent les traces de sang de l'accusé, dans le couloir et dans la cuisine. Peu à peu, la séquence des événements menant à la mort tragique de Paul-Émile Bernard se précise. On demande aussi à un biologiste d'interpréter les projections de sang pour tenter de refaire le scénario de l'agression.
Le biologiste devait travailler à partir de photos puisque la scène n'existait plus. Et au final, il est arrivé à la conclusion suivante. La victime a été frappée d'abord avec la bouteille de boisson gazeuse. Il est tombé au sol face contre terre. Et juste après, l'agresseur s'est rendu à la cuisine. Il s'est vraisemblablement coupé avec les tessons de la bouteille qui s'était brisé sur la tête de la victime. Il a ensuite fouillé dans le tiroir de la cuisine, celui qui contenait des outils, et c'est là qu'il a trouvé le ciseau à bois. Nous le savons car il y avait des traces de sang dans le tiroir et également sur le plancher de la cuisine. Après avoir trouvé une arme, il est retourné dans la chambre à coucher. Il a retourné la victime sur le dos et il lui a porté plusieurs coups de ciseau. C'est tout de même assez fascinant de voir à quel point, en prenant quelques photos, on est capable de raconter une histoire. Désormais, le sergent détective Bergeron possède suffisamment de preuves pour procéder à l'arrestation du suspect. Mais une question reste toujours sans réponse. Quel est le motif de ce crime? Il n'avait aucune raison de le tuer, nous ne pouvions que supposer le mobile. 15 ans après le meurtre de Paul-Émile Bernard, des avancées au niveau de la science permettent de rouvrir l'enquête. Une empreinte digitale prélevée sur un morceau de bouteille retrouvé près du corps mutilé de la victime est liée à un suspect. Des experts en balistique réussissent à recomposer virtuellement la bouteille de boisson gazeuse, dont les morceaux avaient été conservés depuis 1986, et arrivent à la conclusion que cette bouteille a servi comme arme du crime. De plus, des analyses biologiques placent le suspect sur les lieux du crime. La preuve est maintenant suffisante pour faire émettre un mandat d'arrestation. Le 16 juin 2003, jour de la date anniversaire de la victime qui aurait eu 73 ans, le suspect est arrêté. Il est alors âgé de 33 ans. Quand je l'ai arrêté, l'accusé n'a pas dit un mot. C'était un homme résigné. Imaginez la surprise d'apprendre qu'un homme âgé de 33 ans, qui menait une vie tout à fait normale, qui avait un emploi stable, une épouse et 3 enfants, soit arrêté pour un crime qu'il avait commis quand il était âgé de 17 ans seulement. Son passé l'avait rattrapé. C'est la pensée que j'ai eue au moment de son arrestation. Les avancées au niveau de l'ADN ont complètement changé les règles dans le monde des enquêtes. Grâce à cette technique, les gens qui croyaient avoir commis le crime parfait ou qui croyaient n'avoir laissé aucune trace derrière eux pouvaient maintenant être sûrs qu'on finirait par les pincer. Les criminels vivaient dans la peur que leur passé les rattrape. Autrement dit, une personne qui avait commis un crime des années plus tôt pouvait s'attendre à ce qu'un policier vienne frapper à sa porte un beau matin alors qu'elle est en train de déjeuner avec sa famille. Mais à cette heure, le motif de l'agression reste toujours inconnu. C'était la première affaire de meurtre à Montréal qui ait jamais été élucidée par test ADN. Et au moment où l'accusé se présentait devant la cour, c'était aussi une première au Canada. Il faut savoir que la loi venait de changer. La loi sur les jeunes délinquants était devenue la loi sur la justice pénale pour adolescents. Une loi qui donnait du fil à retordre au ministère public. En effet, la loi disait que dorénavant, dans le cas où le crime était particulièrement grave ou en tout cas très sérieux, on pouvait demander que l'accusé, si cet accusé est mineur au moment des faits, subisse une sentence en tant qu'adulte. Rapidement, cette question capte l'attention des médias. Le journaliste Joël Goulet a couvert cette affaire. C'est en effet assez impressionnant, mais également frustrant sur le plan journalistique, pour la raison que les mineurs ont tous droit à un traitement particulier, car il se trouve que la loi nous interdit de les nommer, de divulguer leur identité, mais également toute information qui permettrait de découvrir l'identité de l'accusé. Comme on ne peut pas le nommer, encore moins montrer sa photo à la télévision, il demeure en quelque sorte dans l'anonymat, malgré son arrestation médiatisée, et malgré le crime odieux qu'il a commis 17 ans auparavant. Tout de même, c'est un meurtre violent qui avait fait la une des journaux en 1986. Qu'est-ce qu'il a pu dire ou faire pour provoquer une telle fureur chez l'accusé ? Je tiens tout de même à rappeler que la victime avait 18 plaies ouvertes et le crâne défoncé. Il a été tué à coups de ciseaux à bois et dans le jargon on appelle ça de l'overkill, dans le sens où l'accusé ne s'est pas contenté de le tuer mais s'est même acharné sur lui avec une telle violence que c'en était inouï. Le 14 octobre 2004, jour de la conférence préparatoire qui doit précéder le procès, l'accusé plaide coupable du meurtre non prémédité de Paul-Émile Bernard. Il n'y aura donc pas de procès. La Cour devra donc s'en tenir à la version de l'accusé pour les négociations du plaidoyer de culpabilité. Pour la première fois depuis 1986, le mobile du crime allait être dévoilé. L'accusé nous a raconté la soirée où il s'est rendu à l'appartement de la victime. Il était seul, il avait beaucoup bu et il est allé chez Monsieur Bernard à l'improviste. Ils ont passé la soirée ensemble à discuter et à regarder la télévision. Et ils ont beaucoup bu.
L'accusé raconte d'ailleurs qu'ils étaient rapidement devenus complètement saouls. Il affirme qu'au cours de la soirée, la victime a eu quelques gestes déplacés, qu'il a interprétés comme des avances sexuelles. Toutefois, l'accusé a reconnu que c'était peut-être une simple impression car il avait l'esprit embrouillé par l'alcool. L'accusé a également prétendu plus tard avoir été agressé sexuellement par un homme qui portait aussi le prénom de Paul-Émile, un de ses enseignants quand il était adolescent. Il n'en avait jamais parlé à personne, il l'avait gardé pour lui et a donc vécu dans la honte pendant une partie de son enfance. On se pose la question, est-ce qu'un autre Paul-Émile, qui lui fait des avances à caractère sexuel, alors qu'il était sous l'emprise de la drogue en plus de l'alcool, est-ce que cela aurait pu réveiller de mauvais souvenirs et déclencher la colère? Je pense qu'il est raisonnable d'émettre une telle hypothèse, même si encore aujourd'hui, elle n'est pas avérée. La victime souffrait de beaucoup de solitude. Il avait besoin de compagnie, mais personne ne l'a jamais accusé d'attouchement. Tous ceux qu'il connaissait disaient que ce n'était pas dans sa nature. Les avocats s'entendent sur le plaidoyer de culpabilité, mais ils ont des positions diamétralement opposées pour ce qui est de la sentence. Ils devront en débattre devant le juge. La couronne a plaidé pour une condamnation de 5 ans, avec pour justification qu'il s'agissait d'un vieux crime, que l'accusé s'était lui-même réhabilité, qu'il menait une vie stable, et que le mettre en prison après tant d'années ne pouvait rien changer à sa réhabilitation. Donc une condamnation de 5 ans de prison dans un pénitencier fédéral ferait l'affaire. Or la défense plaide pour une sentence de 2 ans de prison moins 1 jour avec sursis, disant aussi que l'accusé est déjà réhabilité et que le pénitencier ne pourra plus rien lui apporter. Il faut dire que l'accusé, au moment de sa condamnation, avait un emploi stable. Il ne buvait plus, il ne se droguait plus, il avait des enfants, il avait fondé une famille. Son employeur est justement venu défendre l'accusé et dire que c'était un employé indispensable. Sa belle-mère est venue aussi pour témoigner et raconter son parcours, son évolution, et comment il a réussi à reprendre sa vie en main, grâce à elle et grâce à sa femme. Et donc, le juge a pris en considération tous ces éléments. On peut dire que pour un meurtre aussi violent, même s'il a été commis par un mineur, même si c'était en 1986, il y a plus de 20 ans, 10 jours de prison seulement pour un tel meurtre, c'est tout de même une petite tape sur l'épaule pour reprendre l'expression d'un de mes anciens collègues. Les preuves récoltées au fil de l'enquête sur la mort de Paul-Émile Bernard auront toutefois permis aux enquêteurs de retrouver un criminel qui croyait sans doute, après 20 ans de liberté, avoir réussi à mettre son passé derrière lui. Il pensait peut-être avoir commis le crime parfait, qu'il était tombé dans l'oubli. Mais c'était sans compter sur la création d'un bureau consacré aux crimes non résolus et les avancées de l'ADN dans la police scientifique qui ont complètement changé la donne. Cela aura pris plus de 20 ans, mais l'affaire était résolue, et tout cela grâce à une empreinte qu'on a retrouvée dans la Banque nationale d'empreintes génétiques. On a découvert son empreinte digitale sur l'arme du crime. Ce n'est pas une preuve circonstancielle, mais une preuve technique, une preuve scientifique. C'est impressionnant de voir à quel point la technologie a évolué en quelques années seulement. Il faut savoir que nous avons utilisé des échantillons prélevés en 1986 pour les évaluer en 2003. C'est tout de même assez impressionnant. Ce premier dossier de meurtre réglé par ADN à Montréal était aussi la première enquête de Serge Bergeron. Une enquête pour laquelle il a fait preuve de beaucoup d'inventivité et d'acharnement afin que la lumière soit faite sur les circonstances entourant la mort de Paul-Émile Bernard. La seule limite qu'on pourrait avoir quand on veut résoudre une affaire, c'est de ne pas utiliser son imagination. Il ne faut pas avoir peur de sortir des sentiers battus.